Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec celle qui est installée sur les canapés, qui va nous parler évidemment de son parcours de vie, de son expertise, de ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Suis-je bien clair? Oui, je pense. Elle s'appelle Stella Brunel, elle est installée donc ici. Bonjour Stella. Bonjour Marc. Bienvenue. Merci. Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez changé de lunettes depuis la photo sur le Oui, visuel. j'ai même laissé pousser les cheveux. Même laissé pousser un peu les cheveux. Oui, parce que même sur le visuel de votre livre qu'on voit ici, il y a eu d'autres looks. Bah oui, c'est bien de changer aussi. C'est bien toi. Bah, voilà. Merci d'être avec nous. Magnétiseur, radiesthésiste, vous êtes formatrice. On parlera évidemment de votre ouvrage qui est sorti, mais on va parler de votre parcours de vie et de ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui au travers de cette spiritualité et, j'allais dire, comme vous le dites dans le titre, une spiritualité concrète. Oui. Ce mot concret, j'ai le sentiment qu'il a une dimension et une importance particulière pour vous. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a trop de choses abstraites dans la spiritualité. Je trouve que c'est devenu maintenant, le mot spiritualité ne veut plus rien dire à mon sens aujourd'hui. On y met beaucoup de choses et à mon sens des choses un peu trop éthérées. Alors que la spiritualité, pour ma part, avec l'expérience que j'ai, c'est plus être dans l'ancrage, dans l'incarnation de sa vie et non pas être complètement dans le côté barré des choses. Donc oui, le concret, c'est on fait partie, on a décidé de s'incarner sur cette terre, c'est pour vivre nos expériences de vie et pas pour, pas pour se barrer là-haut. Donc vraiment toujours avec cet ancrage. C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que on n'est pas là pour manger des graines et vivre sur un nuage en lévitation et en méditation H24. Eh ben non. C'est pas ça non plus, la non. spiritualité. Ben non, c'est pas comme ça qu'on grandit. C'est pas comme ça qu'on grandit, évidemment. Alors vous rajoutez évidemment spiritualité concrète et évidemment les pieds sur terre et la tête dans les énergies Ben oui. et pas dans les nuages. Ah non. Non, bien sûr que non. Tête dans les énergies, dans le sens où voilà, on fait partie, on est un corps physique, on a un corps matière, mais on fait partie d'un tout qui soit aussi bien physique qu'énergétique. Donc les pieds sur terre, comme je dis, c'est l'ancrage, la tête dans les énergies, c'est être à l'écoute de tout ce qui nous entoure, de toutes les vibrations qui nous entourent. Vous n'avez pas toujours été comme ça? Oh, si. Bah, depuis toute petite quand même. Hein. Alors j'ai évolué avec le temps en comprenant ce que c'était que tout ça. Mais depuis toute petite, j'ai quand même des perceptions assez subtiles, assez précises, qui m'ont rendue, entre guillemets, différente des autres pendant longtemps. Ouais. Alors je suis toujours fasciné quand les gens, évidemment, démarrent leur parcours de vie en disant depuis toute petite, je suis comme ci, je suis comme ça. Et pourtant, on pourrait s'imaginer qu'avec ces perceptions et ce subtil, enfin, cette perception du subtil que vous avez, ça aurait pu vous éviter quelques embûches. Non, parce que généralement, nous sommes des hypersensibles. Donc on capte beaucoup de choses dans l'énergie, dans les vibrations, mais ce n'est pas du concret dans notre corps, on n'apprend pas ça. Et donc autour de nous, on est vu comme des enfants et des ados à l'époque, différents, un peu space, faut être clair. Donc non, c'est pas du tout une aide à la base. C'est quand on grandit, quand on apprend des expériences de vie, quand on essaye de comprendre pourquoi on a des perceptions que les autres n'ont pas, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est pas qu'on est anormal, mais qu'on capte des choses, on a des antennes ou des Wi-Fi un peu particuliers qui vont aller capter des choses que d'autres ne captent pas, tout simplement. À partir de quel âge vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres enfants? Très jeune, puisque j'ai une médiumnité qui s'est mise en place, je sais pas, je m'en suis rendu compte vers 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et vous avez des souvenirs précis de ça? Ah ben moi, mon souvenir le plus grand, c'est tous les soirs, je me planquais sous ma couette parce qu'il y avait des présences dans ma chambre et que c'était juste insupportable pour moi, quoi. Donc voilà, rien que ça, moi au départ, ça a été pendant longtemps ça. Ouais. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Hein, non plus. Je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent, qui entendent sans doute votre discours à cet instant. Qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est compliqué parce qu'en parler à son entourage, le mieux c'est d'en parler à son entourage, mais à condition qu'au niveau familial, ce soit un minimum ouvert. Donc après, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir avec leurs enfants, qui viennent me voir en soins, avec leurs enfants qui ont justement cette hypersensibilité et ces connexions-là. Donc c'est vrai que je leur apporte un peu mon expérience, mais pas mon expérience d'enfant, mon expérience d'adulte qui a grandi avec cet enfant un petit peu déstabilisé par tout ça. Donc je leur apporte des petites clés, mais le mieux c'est d'arriver à en parler quand même. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hypersensibilité. Oui. C'est un thème qui est extrêmement récurrent, même en littérature. Enfin, je veux dire, il y a qui n'était pas quand j'étais petite. Et dans notre génération, on n'était pas du tout. Non, on était des fragiles. Absolument, absolument. Et cette hypersensibilité, elle est revendiquée aujourd'hui, très clairement. Est-ce que vous avez le sentiment que hypersensibilité rime parfois avec des perceptions
que ces enfants ont, Oui, ressentent, bien sûr. et jusqu'à effectivement des phénomènes de médiumnité? Bien sûr, les enfants hypersensibles, beaucoup en fait, cette hypersensibilité, c'est parce qu'ils captent, je dis, c'est un réseau Wi-Fi bien plus important que d'autres, et ils vont capter toutes les informations, on les retrouve dans ce qu'on appelle des vibrations, les fréquences vibratoires, et ils sont à l'écoute de ces fréquences vibratoires de façon inconsciente, mais ils ont cette connexion avec ces fréquences vibratoires qui font qu'ils captent les choses beaucoup plus vite. Et ce sont souvent des enfants très intelligents qui ont une analyse des situations qui est rapide. Pourquoi? Parce qu'ils captent plein d'infos que d'autres personnes ne captent pas parce que trop dans le concret. Vous n'avez pas pu en parler? Alors moi, c'est très space parce qu'en fait, j'ai une mère qui tire les cartes, j'ai une grand-mère qui tire les cartes, j'ai une arrière-grand-mère qui faisait tout ça, mais j'avais pas le droit d'en parler. C'était pas... Voilà, c'était... Très paradoxal. On va dire que j'ai toujours été le vilain petit canard, il fallait surtout pas que ce soit moi qui ai les capacités de le faire. Donc c'était... Voilà. Donc c'est là où ça a été assez spécial. Alors que vous avez des frères et sœurs qui ont ces capacités-là aussi? Oui, oui, j'ai un frère qui est médium, alors Ok. qui ne l'utilise pas au quotidien, mais qui a cette forte... Oui, j'ai un frère qui est médium et un autre frère qui fait aussi du magnétisme, mais dans son quotidien. À qui on a accepté et toléré ça? Alors, Plus que vous. celui qui a du magnétisme, il a mis longtemps à le dire réellement. Il a préféré rentrer dans le moule, dans le cadre. Donc maintenant qu'il a la quarantaine, il le dit. Il est temps. Voilà, il est temps. Il est temps de le dire. Donc vous, effectivement, quand on voit votre parcours de vie, vous parlez de votre père, vous parlez de votre mère, dans des termes qui vous appartiennent et Bien que sûr. voilà, avec ensuite effectivement une première partie de vie difficile, Un peu, oui. mouvementée Mouvementé, mais en même temps... et trauma. Alors, traumatisme, blessure émotionnelle, l'abandon, le rejet, enfin tout ce qu'on veut. Hein. C'est le combo. Voilà, c'est le combo. On a la Ah totale. oui, non, complètement. Tout ce qu'il fallait pour que j'ai pas confiance en moi. Enfin bon, la totale. Mais en même temps, j'ai choisi, mon âme a choisi ce parcours, et je le remercie ce parcours parce que sans lui, j'aurais pas pu ouvrir les yeux à un moment donné sur comment faire pour me sortir de ça et ne pas rester victime de ma vie. Et donc, sans ce parcours, je parle toujours des lois de la polarité où les opposés se complètent et que si on ne connaît pas un côté, on ne peut pas connaître l'autre, on ne peut pas apprécier l'autre. Donc, sans ce parcours de vie, je n'aurais pas pu apprécier toutes les belles choses qui sont arrivées après. Alors, à force de travail, hein, parce que ça ne se fait pas en deux claquements de doigts. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est tout un parcours de guérison, etc., de compréhension de qui on était et d'acceptation de qui j'étais par rapport à mes facultés. Qu'est-ce que vous avez fait Donc, comme parcours pour accepter, justement? D'abord des blessures, de guérir mes blessures. J'ai d'abord commencé par guérir mes blessures, accepter que j'avais des perceptions différentes que les autres. Parce que moi, à l'époque, je croyais que tout le monde était comme moi. Hein, donc voilà. Donc c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation et le travail d'abord sur mes blessures. J'ai très vite compris, bon après un début de parcours de vie aussi d'adulte un peu compliqué, j'ai vite compris qu'à un moment donné, c'était honnêtement, soit je me suicidais, soit je trouvais une solution pour guérir. C'était trop douloureux, trop... Voilà. Et donc, je suis tombée sur une psychiatre qui était exceptionnelle, avec qui j'ai fait pas mal de séances, et qui m'a acceptée telle que j'étais, avec mon magnétisme, ma médiumnité, etc. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée à pas accepter ce que j'étais parce que je l'avais accepté, mais à le comprendre et à le mettre en place dans mes relations extérieures, à pas jouer dans mes relations extérieures à ce que je n'étais pas. Donc à dire clairement aux autres, moi je suis comme ci, comme ça. Alors oui, on se retrouve un peu seul du jour au lendemain parce que les amis se barrent un peu. Hein. Le côté sorcière est toujours là. Hein, donc ah non, on m'a clairement traité de sorcière, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'en suis ravie. Ouais. Et fière peut-être même. Ah mais clairement, clairement. Ouais. Et donc voilà. Donc ça a été tout un parcours. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est une psychiatre. Oui, mais je dis que la vie, elle est bien faite. Parce que quand vous vibrez sur les bonnes fréquences, sur les fréquences qui vont vous correspondre, sur lesquelles vous vous branchez en disant là, je décide d'aller mieux. Mais qu'est-ce que fait la vie? Qu'est-ce que font les vibrations? Elles mettent face à vous les personnes et les situations qui vont vous accompagner dans ce cheminement. Donc oui, je suis tombée sur cette fameuse psychiatre exceptionnelle. Combien de temps elle vous a accompagné? 1 an et demi. Et c'est comme ça que la fleur c'est comme ça, c'est ça. C'est comme ça que la fleur s'est éclose et que j'ai vraiment totalement accepté d'être pour les autres, ce qui est perçu comme différent. Moi, je me sens pas différente.
Mais voilà, j'ai accepté le regard des autres, en fait, tout Alors, simplement. accepter le regard des autres, accepter évidemment ces facultés que vous avez, accepter le fait. Alors, on pourrait se dire, très bien, et dans la matière, et dans le concret, et sur ce plan terrestre, les pieds sur terre, comment est-ce que ça se matérialise? Vous dites, il y a quand même des choses, parce que vous avez un parcours de vie professionnelle tout autant chaotique que votre vie. Oui, un peu moins depuis ces dernières années, mais Bien oui, sûr. tout à fait. Non, mais la première partie de vie, vous vous êtes cherché sur plein de choses. J'ai voulu rentrer dans le moule. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Et alors, vous dites, il y a quand même un fait marquant, en préparant l'émission et en vous lisant aussi, il y a quand même un fait marquant qui est la relation avec les hommes. Ah oui. Dans votre histoire. Ah oui, très conflictuel, très difficile. Comment est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez le recul pour l'analyser et le comprendre, comment vous le viviez? C'est-à-dire que vous avez rencontré, marié, divorcé, et le schéma répétitif. Oui, alors 2 fois divorcé. Oui. Non, mais on limite un peu quand même. Je précise que je suis mariée une 3e fois, mais depuis 13 ans et tout va bien. Et tout va très bien, voilà. Bien Et il est sûr. là et il va bien. Et il va bien. Et il va bien, c'est parfait. Et votre couple est parfaitement épanoui, c'est très bien. Mais oui, donc il y avait cette problématique. Oui, mais après, comme beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu de père, je crois que voilà, il y a pas eu ce repère de paternel. Donc je pense que. Et puis en plus, j'étais un peu un garçon manqué, donc voilà, bon, par la force des choses. Donc oui, forcément, dans mes relations, je pense que j'ai cherché un père, un protecteur, pas un père, un protecteur, plus qu'autre chose, quoi, jusqu'au jour où j'ai compris que la seule personne qui pouvait me protéger, c'était moi-même. Et vous dites, le déclencheur, c'est une 3e relation qui fait qu'à un moment donné, vous prenez conscience des choses et vous dites stop. Et là, je dis stop, et je dis là, je veux être tranquille. Okay. Donc là, j'ai décidé d'être toute seule, de morfondre dans mon coin, de tomber en burn-out. Mais voilà, c'était après, moi, je suis comme ça. Il faut tomber pour mieux remonter. Et là, tout s'est éclairé, en fait. Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on se pose la question de savoir, il y a 2 solutions quand on est face à un burn-out. On sombre, et on n'arrive pas nécessairement à remonter. Ou alors, on a cet élan de survie, presque, qui nous pousse à repartir. Alors, moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a poussé, c'est que, comme je dis, depuis toute petite, j'ai des perceptions assez particulières. Et à un moment donné, je me suis dit, t'as pas pu t'incarner sur cette terre pour vivre ça et continuer d'être victime de tout ça. C'est pas possible. Donc, c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui m'a permis de remonter. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ben non, c'était pas envisageable. Enfin, ça n'aurait pas de sens sinon. Enfin, pour ma part, ça n'aurait pas eu de sens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui écoutent les émissions et qui nous disent à chaque fois à quel point ça leur fait du bien. Qu'avez-vous fait pour sortir de ce burn-out, au-delà de prendre conscience de ça grâce aux perceptions que vous avez? Mais qu'est-ce que vous mettez en œuvre quand on est au fond du fond et qui plus est en plein cœur de ce burn-out? Alors, pendant quelques mois, je me suis bien laissé couler. Canapé, télé, enfin voilà, je voulais rien savoir, je ne voulais pas sortir. Et en fait, il y a une petite chose toute bête qui m'a aidée, j'ai acheté un chien. Un petit chien qui a été mon compagnon pendant pas mal d'années. Okay. Et du coup, il m'obligeait à sortir. Et c'est ce que j'allais dire. Il m'obligeait à sortir. Et c'était devenu le rituel. Donc ça a commencé comme ça, déjà m'habiller pour sortir le chien, donc dans la rue, avec des gens. Et puis à partir de là, j'ai dit tiens, ce serait peut-être bien que je me refasse une beauté. Allez, on va faire quelques magasins pour se racheter autre chose que des joggings. Enfin, ce genre de bricole. Mais ça a été vraiment petit à petit réapprendre à manger aussi, en mettant des couleurs dans son assiette. Parce que c'est un plaisir de manger, mais quand on est en burn-out, on n'a plus faim. Donc il faut trouver des solutions. Moi, j'ai trouvé cette solution des couleurs. J'avais envie des couleurs, des odeurs. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, toutes bêtes, qui m'ont permis de remonter et puis de reprendre confiance en moi tout doucement. Et à ce moment-là, personne ne vous accompagne à part votre chien? Là, à ce moment-là, je suis vraiment seule. J'ai été abandonnée de tous les côtés, je suis vraiment seule. Je suis la sorcière de service, le mouton noir familial. Donc là, je suis définitivement seule à ce moment-là. De cette nuit noire de l'âme, de cette descente aux enfers que vous vivez à ce moment-là, vous en tirez suffisamment la force pour dire maintenant c'est à mon tour d'aider les autres? Non, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. J'ai toujours aidé les autres, en fait. De tout temps, les gens venaient me parler. Donc, quand ils arrêtaient de parler avec moi, c'est « Qu'est-ce que tu m'as fait du bien ?» ça. Voilà, alors je les touchais avec la main ou je leur parlais avec mes perceptions parce que j'ai beaucoup d'empathie. Donc aussi, je permettais aux personnes, je les faisais beaucoup reformuler pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils étaient en train de dire. Et donc, ça s'est fait très naturellement, en fait. Je n'ai pas choisi d'accompagner les personnes à les mettre sur leur chemin de guérison.
c'est moi, c'est ma vie. J'ai juste fait de ce que je suis un métier. Et c'est pas, j'ai pas décidé d'en faire un métier parce que bah, tout le monde fait ça aujourd'hui. Non, j'ai décidé de faire de ma vie, de mon expérience, de mes perceptions, voilà, un métier. Mais je suis la même en soins, en formation, dans la vie. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de Stella différente. Jusqu'à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour bien faire comprendre que la Oui. spiritualité, comme on l'a évoqué en début d'émission, Oui. c'est pas nécessairement tout ce qu'on entend, tout ce qu'on Non. lit, tout ce qu'on voit. Non, la spiritualité, c'est vraiment accepter sa vie, s'ancrer dans sa vie. Parce qu'à aujourd'hui, le problème, c'est qu'on envoie les gens beaucoup dans des montées vibratoires, dans des choses assez hallucinantes qui les font sortir de leur corps. Il y a une part de désincarnation qui se met en place. De ce fait-là, les gens ne sont plus suffisamment ancrés dans leur corps physique pour voir les situations telles qu'elles sont. Ils ne les vivent que dans l'émotionnel. Parce que plus on va monter sans avoir guéri nos blessures, plus on va être, nos blessures vont être aggravées. Parce que bah, tout monte, hein, quand on monte, les fréquences font grossir beaucoup de choses. Donc c'est pas, c'est pas comme ça c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est incarner sa vie pour grandir, pour travailler sur les épreuves qu'on a décidé de travailler en venant s'incarner. Et après, oui, on peut monter. C'est comme un arbre. L'arbre, s'il n'a pas de racines profondes, il peut pas monter à la lumière. Et pourtant, il demande que ça, de monter. Mais sans racines, c'est pas possible. Ben, sans ancrage et sans acceptation de sa vie, on peut pas monter. Ça veut dire que si ce travail n'est pas fait en amont, ça peut être dangereux à la suite? Complètement. Ça, oh oui, moi j'en vois beaucoup en soins, puis avec des collègues où on fait pas mal de choses comme des dégagements, des choses comme ça. Oui, c'est très perturbant pour beaucoup de personnes. C'est pas comme ça qu'on les aide. Sauf que la plupart des gens qui vont par exemple consulter ou se faire accompagner Ouais. et à qui on dit de faire ce travail comme ça, s'imaginent qu'elles sont suffisamment bien ancrées, ces personnes. Ben non, ben non. Comment savoir si on l'est? Ben, on n'est pas ancré si on fuit sa vie. Déjà, rien que de décider de suivre certaines thérapies ou certaines techniques pour monter là-haut, là-haut, c'est de la fuite. Une fois qu'on est là-haut, on est en fuite, on peut pas percevoir sa vie, les événements de notre vie d'une manière neutre, d'une manière concrète, c'est impossible. Donc du coup, on ne peut pas guérir si on n'incarne pas les situations correctement, c'est impossible. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en même temps, je me dis, ça révolutionne un petit peu l'univers de ce qu'on se dit au travers de la spiritualité et de toutes les techniques que certains... Ah ben c'est pour ça que je suis pas très pour tout ce qui se passe depuis ces dernières années, où il y a une explosion de tout type de thérapie. Alors après, il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a une explosion de tout type de thérapie et des choses complètement, pour moi, hallucinantes, parce qu'on n'accompagne pas les personnes à guérir leurs blessures. On les accompagne en disant, vous trouverez vos solutions là-haut, demandez à vos guides, demandez à vos anges, etc., etc. C'est vrai qu'on entend ce discours, c'est vrai. Mais oui, mais ça déresponsabilise les personnes. D'où on va demander, c'est comme, j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas trop envie de le faire parce que je n'ai pas le courage, et puis je vais vous demander à vous de le faire. Ou je me responsabilise, ou je prends conscience de pourquoi j'en suis là aujourd'hui ou pourquoi je n'arrive pas à faire ça. Jamais. Après, il y a des gens qui demandent peut-être juste pour, voilà, pour se donner pour imaginer avoir un soutien, quelque chose. Non, on peut avoir un soutien sans demander aux autres de faire à notre place. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Puis c'est pareil, poser toujours des questions là-haut, mais il faudrait peut-être se les poser à soi-même et se regarder en face. Parce que là-haut, ils sont pas là pour de nous prendre toutes les décisions, nous faire prendre les décisions. Voilà. Après, je crois en tout, j'adhère pas à tout. Mais je dis le haut astral existe maintenant. Est-ce qu'on est suffisamment haut, vibratoirement parlant, pour vraiment discuter avec eux? On est quand même sur un plan matière. Est-ce que ça, ce sont des informations que vous recevez, vous, de ces plans supérieurs? Alors, j'ai vécu beaucoup de choses dans ce domaine, moi je dis énergétique, mais après c'est de la spiritualité quand même. Oui, j'ai vécu beaucoup de choses, des jolies rencontres, des choses assez magiques, mais aussi des choses terribles. Parce que dans l'astral, il n'y a pas que des belles choses. Donc, moi, je pars du principe, pour expliquer les choses aux personnes qui viennent me voir en soins ou en formation, on part de la base, c'est la loi des polarités. La loi des polarités, c'est justement ces opposés qui se complètent, sans lesquels il n'y a pas d'équilibre. Donc le bien, le mal, le plus, le moins, l'homme, la femme, etc. Mais ce qui existe là, ça existe aussi dans l'énergie. L'énergie, c'est pareil, il y a ces polarités avec le bon et le moins bon. Donc, les personnes qui disent, voilà, je me connecte à l'énergie universelle qui est amour, non, l'énergie universelle n'est pas que amour, il y a les deux plans. Donc, si on n'est pas...
voilà, si on n'est pas bien ancré, qu'on ne fait pas attention à certaines choses, on va se connecter avec, on va dire, des énergies qui ne sont pas top, Vous savez, quoi. j'entends tous les jours ça. Je me connecte à des énergies universelles, etc. Et tous les jours, Ben oui. j'entends. Tous les jours, on a des gens qui viennent, Mais je l'ai vécu, hein, qui je viennent veux dire. s'asseoir à votre place et qui Non, disent ça. mais je l'ai vécu, j'ai eu cette chance de vivre aussi bien le bon que le négatif, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, cette connexion à toutes ces énergies négatives et tout ce qui vient nous déstabiliser derrière, je l'ai connu, je l'ai vraiment connu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis attention. Aujourd'hui, vous formez. Oui, Alors, on met, vous dites, d'ailleurs, votre livre, c'est la thérapie par le magnétisme global. oui, Donc, il y a deux mots qui sont évidemment essentiels là-dedans, c'est magnétisme et global. Oui. Bon, magnétisme, c'est très réducteur pour vous. oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que le magnétisme, certes, mais je pense que la subtilité que vous avez, la sensibilité que vous avez, etc., les capacités médiumniques que vous avez, viennent en complément Bien du sûr. magnétisme et de l'acte en lui-même. Bien sûr. Mais j'ai voulu, avec ce livre, en fait, j'ai voulu montrer aux personnes que tout le monde vraiment a du magnétisme et tout le monde peut le mettre en place, que ce soit dans un cadre privé ou pro. Moi, je fais d'abord ça pour que les personnes aillent à la rencontre de leur énergie. Pas forcément pour en faire un métier, parce qu'on a tous du magnétisme, on n'est pas tous magnétiseurs pour autant. Donc c'est un livre concret qui montre vraiment comment on peut faire une séance de magnétisme, mais en partant, en étant dans le concret, dans le réel, dans l'ancrage, et non pas dans le côté complètement éthéré. Le magnétisme, voilà, on ne va pas se connecter à tout, c'est la Terre, c'est les polarités énergie cosmique et énergitaire, c'est nous, on la transforme. Donc ce livre, il est là pour ça, pour aider les personnes à comprendre qu'on a tous cette capacité. Et global? Global, parce que j'ai une façon de faire des soins et d'enseigner qui prend la totalité de la personne, en globalité de la personne. Donc aussi bien dans ses énergies, donc aura, corps subtil, chakra, les organes, les systèmes, enfin vraiment tout, et dans sa dimension aussi bien physique, énergétique qu'émotionnelle. Si on prend qu'une seule partie de la personne, ça va pas. On peut pas aider la personne à aller vers son chemin de guérison. Il faut vraiment la prendre en compte dans sa totalité. Et ça passe aussi dès la prise de rendez-vous. J'explique dans mon livre aussi que la guérison, elle commence aussi dès que la personne prend son téléphone pour vous appeler, c'est déjà une démarche. Donc à nous de ne pas dire simplement, bon ben ok, ben, je vous prends rendez-vous tel jour, telle date, point. Non, il y a une discussion à avoir avec la personne, voir si elle est prête à faire sa guérison, voir à quel niveau elle en est. Comme ça, quand elle vient en soins, ben, déjà on a créé un lien de confiance. Donc il y a déjà une partie de la guérison qui se met en place. Et c'est pas juste faire des tours de passe-passe avec son pendule ou poser les mains. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes font des soins énergétiques en n'ayant pas guéri leurs blessures. Et faire des soins énergétiques, pour beaucoup, c'est juste faire des passe-passe ou utiliser des techniques sans prendre en compte la globalité de la personne. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ils veulent simplement se connaître quelle est la problématique du client, Oui, intervenir oui, et puis terminer. c'est ça. Moi, quelqu'un qui vient en soins, il reste quasi 2 heures avec moi. Le soin en lui-même dure 20-25 minutes. Tout le reste, c'est l'écoute active, écouter une personne. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui écoute personne. Dans l'ancien temps, on allait voir les curés pour parler. Après, c'était les médecins. Maintenant, les curés n'écoutent plus. Les médecins, c'est au bout de 5 minutes, vous partez. Donc, il n'y a plus personne qui vous écoute. Et comme les gens ont peur du regard des autres, ils ne vont pas non plus parler. Donc, si on ne leur ouvre pas un espace de papotage, comme je l'appelle, comment voulez-vous qu'ils puissent vraiment guérir? Ils ont besoin d'exprimer. Est-ce que vos perceptions commencent déjà à ce moment-là? Oui, tout à fait. D'où mon écoute active, où je les accompagne dans la discussion. En fait, souvent, je reformule ce qu'ils me disent pour leur permettre de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de me dire. Parce que beaucoup de personnes vont parler de leurs blessures, pourquoi ils ne vont pas bien, etc. Mais sans se rendre compte qu'en fait, ils ont déjà une part de solution dans leurs propos. Il suffit juste qu'ils modifient leurs phrases et qu'ils regardent des choses sous un autre angle. Et c'est déjà un commencement Carrément. de solution Oui. et Oui, carrément. de soins même. Et oui. Et c'est vrai que cette écoute active, aujourd'hui, on a un peu parfois le sentiment qu'il y a des thérapies Kleenex, quoi. C'est-à-dire qu'on prend, on jette, allez, on fait passer, suivant, merci, rendez-vous, au revoir, etc. Oui, et le souci dans ça, c'est qu'en fait, la vraie guérison, elle commence quand la personne, elle est prête à aller au fond d'elle-même. C'est-à-dire qu'il faut souvent plusieurs soins, parce qu'on va peler les couches de l'oignon. C'est d'abord les choses les plus superficielles qui vont partir, et au fur et à mesure, on va attaquer le noyau.
Le souci, c'est que beaucoup de personnes, quand on commence à attaquer le noyau, ils prennent peur parce qu'ils ne veulent pas le voir la vérité en face, et du coup, ils se barrent et ils changent de thérapie. Donc, si le thérapeute n'explique pas dès le départ, attention, c'est un travail de longue haleine ou de moyenne haleine, mais qu'il faut être prêt, moi je les prépare, je leur dis voilà, il faut être prêt à vous engager dans un vrai processus de guérison. Parce que les gens s'imaginent, au travers d'un angle qui dit thérapie brève, s'imaginent que ça va être réglé en 2-3 séances. C'est ça, et non. Non. Le thérapeute a dit un jour, une thérapie brève, ça peut être 15 séances. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Puis on peut pas guérir en 2-3 séances ou en 2-3 mois des blessures qu'on a eues de toute une vie. C'est impossible. C'est cristallisé tellement profondément au niveau énergétique et au niveau physique, parce qu'il n'y a pas que dans l'énergétique, que dans les énergies que ça a cristallisé beaucoup dans le corps physique. Alors, il y a un mot que, depuis le départ de notre entretien, vous dites souvent, c'est le mot guérison. Oui. Guérison. Et c'est pour ça que je prends toujours des pincettes et je prends toujours un peu de recul sur ce mot-là spécifiquement, parce qu'on a déjà eu beaucoup de réflexions et je sais que dans les commentaires, et ça va arriver. Guérison, encore une fois, guérison égale maladie, on solutionne la maladie et on est guéri d'un potentiel de la maladie. Non, c'est pas ça que vous voulez dire. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a une partie sur justement c'est quoi la guérison en énergétique. La guérison, c'est pas non, vous avez une maladie, vous allez la guérir. Non, c'est pas ça. La guérison, c'est permettre vraiment, encore une fois, à la personne de prendre conscience du pourquoi elle en est là aujourd'hui. Que ce soit une maladie physique ou émotionnelle ou un trouble émotionnel, qu'est-ce qui fait que dans ses schémas, qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là? La guérison, c'est apporter les clés à la personne pour qu'elle-même ouvre la porte. Et à partir de là, le système qu'on appelle d'auto-guérison va pouvoir se mettre en place. Mais le vrai guérisseur, c'est la personne, c'est pas nous. C'est ça. Ouais. C'est le gros pourcentage du travail commence déjà par la prise de conscience du client. Absolument. On est là pour l'accompagner dans ses prises de conscience. Et après, en soins énergétiques, pour ma part, une fois que les prises de conscience sont là, on va pouvoir décristalliser plus facilement. Ce qui va permettre à la personne de continuer à vivre ce qu'elle a à vivre, parce qu'elle doit le vivre, mais d'une façon plus légère. C'est pour ça que dans la phase d'écoute, d'entretien, d'échange que vous avez, la blablaterie, comment vous dites? Papotage. La papotage, voilà, j'allais dire la blablaterie. Non, le papotage. Le papotage, on a le sentiment que donc, cette phase de papotage, elle est très très importante, avant et après, comme on dit. C'est pour ça que quand le titre de votre livre est quand même axé sur le magnétisme, c'est tellement plus. Que le simple acte de magnétisme. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas été aidée pour le titre du livre. Je vous avoue que... Et moi, je ne suis pas connue, donc je n'ai pas été très aidée. Là, on m'a dit quel titre tu veux. Je dis pensais à ça. C'était le nom de ma formation. Je dis allez, on y va comme ça. Enfin, vous auriez dû demander un peu plus haut. Ouais, non, il fallait que je décide moi-même. Ça, faire ses erreurs soi-même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que votre accompagnement, et ça se sent, et je sais que les gens qui nous regardent et qui connaissent tellement bien nos émissions le sentent aussi, c'est que la sensibilité que vous avez justifie l'approche que vous avez et qui va bien au-delà d'une simple attraction magnétique, magnétisme. Vous voyez, ça, c'est juste un petit bout de moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est tout ça pour dire que votre approche, elle est pour le coup beaucoup plus globale. Oui. Évidemment. Bien sûr. Est-ce que je suis aussi toujours très étonné quand j'entends des thérapeutes qui me disent, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir, ils sont convaincus que leur problématique c'est ça. Et que quand ils sont en phase de papotage, on se rend bien compte que ça n'est pas le problème en question. Parce qu'il y a toujours une différence entre le symptôme et la cause. Ce que les personnes viennent chercher dans un soin, c'est à virer les symptômes qu'ils ont. Mais c'est à nous d'être derrière, d'aller chercher pourquoi ils ont ces symptômes. Le symptôme, c'est juste un cri du corps ou un cri de l'âme qui dit là, ça ne va pas. Donc, forcément, ils expriment les choses par rapport à leur ressenti. Je ne sais pas, moi j'ai mal à la cheville, je vais venir vous voir parce que j'ai mal à la cheville. Derrière, il y a peut-être un problème de direction, la personne a peut-être un problème pour avancer ou pour prendre une direction. Donc c'est à nous derrière de décoder et d'accompagner la personne pour qu'elle comprenne ce décodage. Je prends souvent un exemple avec mes élèves en formation, leur dire attention, une personne vient me voir pour une problématique, mais peut-être que derrière, il y a plus important, mais elle ne vous le dit pas parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas ce qui la dérange. Et je prends souvent l'exemple d'une personne que j'ai eue un jour en soins, qui est venue pour une entorse. Donc voilà, sa problématique, c'était l'entorse, parce qu'elle ne pouvait pas marcher correctement. Mais en creusant, elle avait un cancer.
D'accord? Donc, Dont elle était consciente, non? bien sûr, Ah oui, elle non, le non, savait. elle le savait. Ah, elle le savait, Mais ok. elle est venue me voir parce que sa problématique du moment, c'était je peux plus marcher. Ok, ok. Alors, c'est extrême l'exemple que je viens de vous donner, mais c'est. Voilà, donc oui, il y a des personnes qui viennent vous voir et qui ont pas conscience réellement de leurs problématiques. C'est pour ça que la phase de papotage, les prises de conscience, etc., sont là pour ça. Et c'est important parce que là, les personnes, tout d'un coup, elles ont une lueur dans les yeux. Ah ben oui, maintenant que vous me le dites. Et c'est génial quand il y a cette lueur dans les yeux. C'est waouh, c'est tout gagné. Donc vous formez Oui. à quoi? Je forme à la radiesthésie, au magnétisme, donc aux soins énergétiques. Et puis. Donc le pendule, vous l'utilisez même dans vos soins? Ah oui, oui, le pendule, ça a été le premier outil que j'ai commencé à utiliser. J'étais même pas adolescente, hein. Donc j'ai retrouvé une amie il n'y a pas très longtemps sur les réseaux qui m'a dit, tu te souviens, quand on était ado, tu nous faisais des démonstrations avec le pendule. En fait, je ne me souvenais plus, c'est après, c'est m'est revenu. Je piquais l'ancienne alliance de ma mère et une chaîne et je leur apprenais à faire du pendule. Donc c'était vraiment déjà ancré. Donc oui, j'utilise le pendule qui est pour moi un outil qui permet justement de rester dans le concret. Au lieu de faire, parce qu'on a des perceptions, des intuitions, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des énergies, tout n'est pas bon à prendre. Donc le pendule, à condition qu'il soit bien connecté à notre inconscient, qu'on soit bien ancré, etc., qu'il y ait une bonne préparation, il va permettre d'avoir les réponses, enfin de valider nos réponses, de ne pas rester dans l'intuitif qui, lui, peut être parasité. Voilà, donc on ramène toujours dans le concret, dans la terre. Donc voilà, donc je formerai à la radiesthésie, au magnétisme, mais dans le cadre de soins, pour les soins. Et puis bien évidemment, dans toutes mes formations, j'enseigne ce que je suis, donc tout ce qu'on est en train de parler, pour ne pas former justement des personnes qui vont partir à volo. Et voilà, c'est pas mon truc, quoi. Combien de temps dure la formation? Alors, il y a deux fois 5 jours en présentiel. Et après, il y a un accompagnement sans limite de temps. C'est-à-dire que c'est pas quand vous sortez d'une formation, vous n'êtes pas prêt. Vous avez appris les techniques, vous avez appris pas mal de choses, mais vous n'êtes pas prêt. Donc derrière, il y a un accompagnement. Et j'accompagne vraiment sans aucune limite de temps pour permettre à chacun de développer ses propres perceptions. Parce que la formation, c'est la même pour tout le monde, mais chacun est différent. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de pouvoir accompagner chaque futur thérapeute, par rapport à sa propre vibration, pour lui permettre de sortir ses entrailles et pas celles du voisin, ce qui en fera un thérapeute unique. Parce que c'est vrai que ça n'est pas parce qu'on a le permis de conduire qu'on sait conduire. Exactement. Moi, j'ai le permis de conduire, je suis une quiche en voiture, hein. Voilà, clairement, mon mari pourra le dire, je suis une quiche en voiture, donc effectivement. Non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut de temps en temps remettre un petit peu en perspective, parce qu'il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils ont fait une formation de 48 heures ou 72 heures, ça y est, je suis thérapeute. Non, non, non. Et moi, je leur dis bien, vous n'êtes pas thérapeute après les 2 fois 5 jours. Vous serez thérapeute quand vous aurez vraiment tâté le terrain, que vous aurez vraiment fait des soins, que vous aurez d'abord fait des soins sur vous-même. Parce que la première chose que je leur apprends aux élèves, c'est de se faire des soins à soi-même. Il est hors de question d'aller toucher les énergies d'une personne si soi-même on n'est pas OK, on n'est pas au carré. Donc non, et je leur dis, faites déjà, je valide pas, je donne pas de certificat de complaisance. C'est-à-dire quelqu'un qui veut son certificat de formation, il me donne 10 à 15 comptes rendus de soins que je vais corriger, dont on va discuter ensemble, quels sont les points d'amélioration à mettre en place, etc. Et tant que c'est pas carré, il n'y a pas l'attestation. C'est pas pour les punir, au contraire, ils le savent. C'est au contraire pour leur permettre d'avancer. Donc je passe beaucoup de temps à communiquer avec les élèves, et même encore avec des élèves d'il y a plus de 10 ans, pour toujours les accompagner. En fait, je leur apporte ce dont j'aurais eu besoin il y a une trentaine d'années. Est-ce que ce sont des gens qui connaissent déjà le magnétisme et le pendule, qui ont déjà des notions ou qui débarquent? Pas forcément. J'ai des gens qui débarquent. Mais attention, je les ai d'abord eus au téléphone avant de les inscrire en formation. Bien sûr. Donc si c'est quelqu'un qui débarque complètement et qui n'a aucune sensibilité à tout ça, je ne le prends pas en stage, je lui dis gentiment, il y a peut-être un chemin un peu plus concret d'abord à faire. Donc même quelqu'un qui débarque comme ça, si je le prends en stage, c'est qu'il a déjà ces notions-là quand même. Après oui, j'ai des personnes qui ont déjà fait du pendule, déjà fait du magnétisme, et beaucoup ont fait des formations comme ça de 48 heures, 24 heures, et sans le côté rationnel, concret, donc on passe à côté de beaucoup de choses. Je me suis toujours, quand on parle de pendule, je me suis souvent posé la question de savoir si, parce que tous ceux qui nous parlent de radiesthésie et de pendule, il y a une vraie communion avec le pendule. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent comme vraiment, c'est fusionnel. Oui. La relation avec le pendule. Est-ce que le pendule peut vous rejeter?
Alors, déjà, moi, je suis alors complètement contre ce système de relation hyperfusionnelle avec son pendule, Ok. parce que ça veut dire qu'on est dépendant de l'objet. L'objet, et le pendule, on lui donne des... Le pendule, c'est pas magique. D'accord? C'est pas... beaucoup prennent le pendule, donne-moi un oui, donne-moi un non. Mais c'est un objet, c'est pas une personne. Ça révolutionne, quoi. Non, mais c'est... Ça remet en question Mais beaucoup de oui, mais choses, quand même. et quand on fait ça, en fait, on se rend pas compte que du parasitage peut venir vibratoirement bugger votre pendule. Un pendule, il est valable à condition d'être relié à votre inconscient. Donc, il y a toute une pratique à mettre en place. C'est pour ça que je parlais d'ancrage, de guérison de nos blessures, etc. Parce que le pendule, c'est une prolongation de nous-mêmes, mais qui va être connecté, que l'on va connecter à notre inconscient. Donc, c'est déjà une première chose. Après, de valider au pendule à chaque fois, est-ce que je dois faire ci et ça, encore une fois, ça déresponsabilise la personne. Le pendule doit venir éventuellement en validation. Moi, je m'en sers dans mes soins, de temps en temps dans ma vie privée, mais franchement, c'est rare dans ma vie privée. J'ai pas besoin de ça pour savoir ce que j'ai à faire. C'est toute la difficulté de ceux qui calquent leur vie en fonction de l'outil qu'ils sont susceptibles de maîtriser, quoi. Oui, mais c'est qu'un outil comme un stylo, c'est juste un outil qui vous permet d'écrire. Est-ce que vous avez ouvert d'autres facultés depuis que vous êtes au cœur de ce que vous êtes, c'est-à-dire cette accompagnante, thérapeute, magnétiseuse, magnétiseur? On voit déjà magnétiseuse, médium, thérapeute, C'est pas c'est déjà mal. pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal, ouais. Il n'y a pas d'hypnose chez vous? Ah non, pas du tout, Non. pas besoin. Non. Non. Il n'y a pas de carte? Pas de carte. Non, non plus, j'ai pas besoin. Non. Et puis je suis nulle avec les cartes, j'ai déjà essayé, je suis nulle. C'est vrai? C'est pas mon truc, Bon. non. Il n'y a pas de numérologie? Non plus. Y a pas Je m'y de- suis intéressée à un moment C'est donné, pas ça non mais plus non, Il n'y a pas d'astrologie? non plus, il faut trop Bon. réfléchir. Non, mais le problème, c'est que je me suis intéressée à des techniques comme ça. Mais le problème, c'est que du coup, ça me squeeze de mes perceptions. Mm. Donc non. Mm. Non, pas tout ça. Alors, autre question que je pose très souvent et à tous ceux qui s'installent ici. Est-ce que vous avez le sentiment que pour solutionner le problème, il faut aller chercher la cause? Absolument. J'ai fait une émission ce matin, on me dit l'inverse. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la cause, remuer le passé Non. Alors, pour Non. solutionner la problématique de l'instant là, présent. je suis tout à fait d'accord, dans le sens où moi, je pars du principe que ça ne sert à rien d'aller chercher le pourquoi du comment. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas gaspiller notre énergie à dire ah oui, mais c'est parce que vous avez vécu ceci ou cela qui fait qu'aujourd'hui vous êtes comme ça. Non. Quand je dis qu'il faut aller chercher la cause, c'est la cause qui est cristallisée. Pas le pourquoi du comment. Mais tout ce que la personne a vécu va se cristalliser au niveau de nos organes. Et c'est cette cause-là qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que si on ne décristallise pas au bon endroit, les symptômes ne disparaîtront pas. Ou ils reviendront sous une autre forme. Donc oui, je suis d'accord avec la personne que vous avez eue ce matin en disant non, ça ne sert à rien de remuer effectivement la merde, ça n'apporte rien, puis c'est un gaspillage d'énergie. On garde notre énergie pour faire l'état des lieux du moment et comment faire maintenant pour aller sur le chemin de la guérison. Mais si on ne va pas gratter la cause, ça paraît compliqué de virer les symptômes. Est-ce que vous avez fait du transgénérationnel, vous? Non. Non. J'ai l'impression, vous savez, j'ai l'impression, Stella, que vous êtes la rebelle 2.0 de la spiritualité. Alors, je suis pas là. Alors, c'est vrai que j'ai toujours, depuis toujours, on m'a dit, t'es pas. Encore une fois, t'es pas comme les autres. Ben oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. Mais En parce tout cas, que. il n'y a pas de langue de bois chez vous. Enfin, ça Ah non, balance, je suis quoi. Vous désolée. dites ce que vous avez envie de dire et point barre. Ah oui. Qui même me suivent, quoi. Oui, et puis après, je demande pas. J'ai pas la vérité absolue. Hein. J'ai une vérité qui dépend de mon expérience, voilà, ma vision des choses dans ce domaine-là ou dans le domaine de la vie, parce que c'est la même chose, est en lien avec des expériences que j'ai pu vivre, pardon. Donc j'ai vécu pas mal de choses dans ce domaine-là qui ont forgé la personne que je suis. Donc rebelle, oui, peut-être, mais droite dans mes baskets et claire avec les autres. Est-ce que ça vous inquiète de voir justement certains vont dire qu'il y a une belle ouverture et qu'on sent qu'aujourd'hui il y a des prises de conscience avec des gens qui ont véritablement envie de revenir à des principes fondamentaux, des valeurs, etc., etc., et donc à une certaine spiritualité. Ça vous inquiète ou ça vous rassure parce que c'est plutôt encourageant? Bah, encore une fois, ça peut être rassurant si les personnes font la guérison des blessures. Si elles ne le font pas, c'est inquiétant. Voilà. Et pour avoir ce type de personnes en soins, je vous dis, c'est inquiétant. Quel est le soin? Vous avez une histoire? Moi, j'aime bien quand on raconte les histoires. Vous savez, les avant-après. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, et je pense notamment quand vous allez sur Facebook, vous savez, il y a des gens qui achètent des ruines
Mm. qui les retape, Mm. et vous avez la photo avant-après. Vous avez souvenir de quelqu'un qui vous a J'en ai. profondément marqué? J'en ai plein, ça fait 20 ans que je fais des J'imagine, soins. j'imagine. Mais Donc, une histoire forte, vous en avez une là en mémoire? Ouais, mais alors c'est pas une guérison comme on va l'entendre, parce Ok. que la guérison, c'est pas forcément aller mieux. Oui, il y a une histoire qui m'a le plus marquée, qui était un monsieur qui est venu me voir, donc c'est sa femme qui l'a un peu traîné pour venir me voir, et ce monsieur avait un cancer du foie. Donc la médecine l'avait abandonné parce que c'était un peu tard, et donc il venait me voir pour le guérir. Et là, je lui ai dit tout de suite, on s'arrête là, moi je vais pas vous guérir de votre cancer du foie, je peux vous accompagner si vous voulez, voilà, à vivre mieux les choses, mais il y aura, enfin, la guérison, enfin je lui ai dit gentiment, mais la guérison, c'est pas possible. Donc on a fait quelques séances, ça lui a permis de retrouver l'appétit, de retrouver un peu de joie de vivre. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Sa femme était contente aussi. Et puis, je sais plus, j'ai fait quelques séances, je me rappelle plus combien. Et puis pendant un moment, j'ai plus eu de ses nouvelles. Et puis il est revenu me voir une petite année après, tout seul, sans sa femme cette fois-ci. Et en fait, là, il n'était pas bien, il était triste. Donc déjà, il était toujours en vie, hein, alors qu'on lui annonçait que quelques mois. Et là, il m'annonce qu'en fait, sa femme, qu'elle est super bien, il l'a retrouvée morte le matin d'un arrêt cardiaque. Et oui, mais un accompagnant, celui qui accompagne dans la maladie, il prend cher aussi. Donc, on s'en occupe pas assez, donc elle a pris cher, et du coup, elle a fait un arrêt cardiaque. Ce monsieur, donc, je l'ai repris un petit peu en main pour l'accompagner Oui. au maximum de ses possibilités, parce Bien sûr. qu'on ne va pas aller au-delà de ce qu'il est capable de recevoir. Et puis, je devais l'avoir à un second soin. Et puis ce matin-là, donc j'avais plusieurs rendez-vous dans la journée, ce matin-là, je n'étais pas bien. Je me suis réveillée, j'étais pas bien. Je dis, je peux pas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas assurer les soins aujourd'hui. Donc j'envoie des textos à mes clients de la journée en disant, désolé, on va reporter, voilà, blabla. Et puis je reçois une réponse en message, d'un des messages. Donc il y avait ce monsieur, justement, qui devait venir ce jour-là. Et là, c'est sa fille qui m'annonçait que le monsieur était mort dans la nuit. Paisiblement. Oui, mais c'est douloureux, c'est difficile. Bien sûr. Mais en même temps, ce qui était beau, c'est d'avoir pu l'accompagner jusque-là et d'avoir pu, non pas lui donner d'espoir, parce que ça aurait été dégueulasse de ma part de lui donner des espoirs, puis ça aurait été faux de toute façon. Mais par contre, d'avoir pu l'accompagner pour qu'il soit plus paisible, plus serein. Apaisé. Oui, parce qu'il était très en colère contre la médecine qu'il l'a abandonné. Après, voilà, des exemples comme ça. Bien sûr, non, mais vous devez avoir des histoires. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre livre. Vous devriez raconter. Oui, mais c'est pas évident parce qu'il y a des choses personnelles. Après, Bien sûr, mais après, il suffit simplement de changer les noms, les prénoms, et puis voilà. Non, mais après, ça, savoir pouvoir le mettre par écrit. Oui, Oui, c'est bien sûr. Bien sûr. Après, j'ai un exemple encore plus flagrant, c'est ma fille. J'ai une fille, j'ai des jumelles, dont une qui est venue au monde avec une maladie grave, une insuffisance rénale. Et au bout de 3 semaines, on nous a annoncé qu'il lui restait 3 jours à vivre. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Hein. Et là, on l'a fait prendre en charge en énergétique. Alors, pas moi, parce que je n'étais pas en capacité de le faire. Et il y a pas mal de mémoires qui sont ressorties, qui étaient coincées en elle, qui m'appartenaient. La personne, elle ne me connaissait même pas. Oui. Et au bout d'une semaine, la médecine l'a reprise en charge. Ils l'ont appelée la miraculée de l'hôpital. Parce qu'ils n'en revenaient pas. Donc, ouais, il y a des choses comme ça qui sont magiques. Wow, c'est le plus bel exemple. C'est un exemple magnifique. C'est sûr. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas, émotionnellement, c'était trop fort? Vous ne pouviez pas l'accompagner, vous? Émotionnellement, j'étais pas au mieux de ma forme. Moi, je dis quand on fait un soin à quelqu'un, il faut déjà être bien dans ses pompes. Donc, quand vous n'êtes pas bien dans vos pompes, vous n'allez pas faire des soins. Encore moins à votre enfant, ou vous venez d'accoucher il n'y a pas longtemps. C'est compliqué. Puis moi, j'ai des jumelles, donc il y avait quand même aussi l'autre. Oui, bien sûr. Donc non, j'étais pas en capacité. Il faut reconnaître, un bon thérapeute, c'est aussi celui qui reconnaît ses limites. Là, j'étais devant mes limites. Je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui s'imaginent être dans le côté illimité. Non, on a nos limites. Je pense. Hein. On a nos limites. Et je dis souvent aux personnes, notamment aux personnes que je forme, que quand ils ne sont pas bien, reportez vos rendez-vous. Les personnes, elles ne vont pas vous en vouloir. Et si elles vous en veulent, c'est qu'elles ne peuvent pas faire le travail de guérison avec vous. Donc, reportez. On n'est pas dans l'illimité, on n'est pas Dieu. On est des êtres humains avec nos faiblesses, nos forces, mais il faut reconnaître nos limites. Les sessions de formation, c'est tous les mois, j'ai une session de formation. Un mois, c'est la radiesthésie, un mois, c'est le magnétisme. Et je prends que des petits groupes parce que j'aime bien vraiment accompagner les personnes jusqu'au bout. Donc, je prends 6 personnes max. Et donc, tout est en présentiel?
Alors, je fais aussi du distanciel, hein. Il y a Ok. des personnes qui, voilà, je fais aussi des formations en distanciel. Sur mon site, on trouve les formations en distanciel et les dates du présentiel. Donc voilà. Bon, et vous êtes dans le Val Val d'Oise. d'Oise. Ouais. Ouais, exactement. Non, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'encore une fois, je trouve que vous désacralisez un petit peu ce qui est dit au travers de ces thématiques Mm. et de cette spiritualité avec un grand S. Mm. Voilà, et on s'imagine beaucoup de choses, on entend aussi beaucoup de choses. Et c'est même, euh, autant je suis fier qu'on ait monté cette chaîne et ces émissions-là, autant parfois j'ai presque un petit sentiment de culpabilité parce qu'on entend tout et son contraire. Je suis d'accord. Mais après, C'est difficile de savoir exactement. oui, après, je fais peut-être partie d'une génération qui a commencé plus tôt. Enfin, pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, Mm. il n'y avait pas besoin de se mettre vu. Enfin, il n'y avait pas ce même besoin. Et aussi, on est trop dans le développement personnel. On dit trop aux gens, il faut que tu fasses du développement personnel. Donc, du coup, ça a permis la mise en place de tout plein de choses. Donc, ouais, les gens se perdent un peu, je pense, dans tout ça. Jusqu'au terme développement personnel où il y a plein de gens qui disent ça veut rien Mais dire. Ça veut rien dire Ça veut aujourd'hui. rien dire, oui, développement Ça personnel. veut rien dire. Ouais. Développement personnel, il ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas fait la guérison. Une fois qu'on a fait les guérisons, on peut travailler sur soi, sur voilà, ses qualités, voilà, accepter ses défauts, etc. Et ensuite, on peut monter en spiritualité vers des choses plus sympas. Enfin, pas plus sympas, mais plus élevées. Et vous y allez aussi, vous, Oui, bien sûr. de temps en temps? Alors, j'y vais pas consciemment, j'y vais pas de façon. Je fais pas exprès d'y aller. C'est-à-dire que c'est les infos qui viennent à moi. C'est pas moi je vais pas chercher les infos. Les infos viennent à moi quand je suis prête et quand j'ai besoin de les avoir. Sauf qu'en soin, elles vous arrivent comme ça. Hop. Oui, mais elles sont cadrées. C'est-à-dire que j'ai appris il y a quelques années, j'ai entendu une phrase qui disait c'est pas parce que tu peux que tu dois. Et en fait, ça a fait écho à ma médiumnité, parce que j'ai une médiumnité qui est très pénible. Je suis médium spirit, donc médium par incorporation. Donc c'est vraiment le truc. Ah ouais. Oui, ça a beaucoup fait rire mon mari, parce que quand ça m'arrive, je change de voix, je change de visage. Enfin, c'est le truc super sympa. Hein. Ouais, donc c'est Ça, cool, quoi. J'ai jamais vu ça. Ah oui, je vous C'est jure. très impressionnant. Je sais que c'est Ah impressionnant. mais clairement, vous avez Ouais. l'impression d'être sorti de votre corps, qu'on vire votre âme et qu'il y a autre. Ça vous prend aux cordes vocales, on sent ça bouge les cordes vocales. Vous sentez votre visage qui se, enfin, je sais pas. Donc c'est vraiment quelque chose de désagréable. Enfin moi j'aime pas. Et donc du coup, quand j'ai entendu cette fameuse phrase, c'est pas parce que tu peux que tu dois. Et là j'ai dit ah très bien. À partir de là, j'ai dit je ne veux plus de cette médiumnité. Donc là je leur ai dit là-haut, c'est terminé. Maintenant, les infos que je veux recevoir, c'est uniquement celles qui me sont utiles en soins ou pour moi et au moment où c'est utile. Tout le reste, je ne veux pas savoir. Voilà. Et c'est magique parce que ça s'est mis en place comme ça et je n'ai plus du tout de ce côté spirit qui me cassait les pieds. Et j'avais le droit de la refuser. Hein. C'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que vous avez le droit de choisir. Ben oui, Ouais. oui. Beaucoup de personnes se sentent prisonniers de leur perception, mais on a le droit de choisir et on a le droit de choisir comment les mettre en place. J'ai pas dit non à ma médiumnité, j'ai juste dit ok, ma médiumnité elle est là, je vais m'en servir, mais comme moi je l'entends. Et ce que j'invite les personnes à faire, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec vos perceptions. Est-ce que vous vous autorisez à tout dire quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vient en soins? Oui, parce que j'ai ce cadre qui dit que les infos que je reçois sont celles que la personne doit recevoir. Ok. Alors bien sûr, des fois, il y a des informations un peu... voilà, où faut, mais après, on y va avec des pincettes. Et l'objectif d'avoir cette fameuse écoute active, c'est de pouvoir retranscrire aux personnes les infos dans la manière dont ils sont capables de les entendre. Et non pas comme ça, à brûle pour point. Donc on ne fait pas n'importe quoi non plus. J'étais en train d'imaginer l'incorporation. J'aime pas. Je vous jure, vous avez l'impression d'être sorti. Votre corps physique, vous le sentez bien, hein, mais vous sentez un truc qui passe au plexus, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se manifeste, qui rentre par votre plexus, donc vraiment comme un choc qui rentre par votre plexus, votre gorge, les cordes vocales, on sent les cordes vocales qui bougent, le visage qui se crispe, et puis après, vous parlez avec une voix qui n'est pas la vôtre. Et c'est vous qui décidez du temps? Ah non, mais moi, du temps de quoi? Du temps de cette phase-là? Ah non, alors, tant que c'est pas sorti par la voix, tant que la voix se met pas en place, j'ai pas le contrôle dessus. C'est une fois que je commence à parler avec une voix qui n'est pas la mienne, où là, je reprends possession de mon corps et je dis non, ça suffit, stop, tu dégages. Voilà. Après, je pense que j'ai cette force-là aussi d'avoir compris que
que je ne devais pas subir les choses, quoi. Oui, c'est ça. Touche pas à mon corps. C'est assez fou, ça. Vous avez souvenir d'une incorporation qui vous a profondément Oui, marqué aussi? une nuit, je me suis réveillée, je dormais tranquille, et tout d'un coup, je me suis réveillée assise avec la voix d'un homme qui disait « Où sont mes enfants ?» Et là, j'ai dit « C'est quoi ce bordel ?» Donc j'ai dit non, stop, 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 et puis c'est bon, ça s'est calmé. Ouais. Mais ça, c'était vraiment... Et vous ne savez pas, et ça veut dire que la plupart du temps, quand vous aviez ces phases d'incorporation, vous ne saviez pas qui, quoi, quand? Non, mais quand c'est comme ça, je perçois les choses. Donc cette fameuse fois, c'est un homme qui venait de mourir, qui était mort il n'y a pas longtemps, et qui cherchait ses enfants, pour dire au revoir sûrement. C'est incroyable, ça. C'est des phases comme ça que je trouve assez incroyables. Terre en ciel, édition. Alors, il y avait, effectivement, on va juste vous montrer, ça c'était la première version. Première couverture, Qu'on peut trouver d'ailleurs, parce que c'est vrai que si vous allez sur certains moteurs de recherche, et en particulier sur le célèbre site de vente en ligne que tout le monde connaît. Tout à fait, ils n'ont pas encore changé. Hein, oui, parce qu'ils n'arrivent pas à changer. Techniquement, ils n'arrivent pas à changer. Et puis sinon, eh ben, il y a la nouvelle qui est ici, voilà, et que vous trouverez un petit peu partout. Stella Brunel, évidemment. C'est votre vrai prénom, Stella? Oui, alors ça, c'est une question qu'on me pose depuis des années. Mais oui, c'est mon vrai prénom. Je devais être prédestinée, certainement. Ah, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est mon vrai prénom. C'est quand même... Eh oui. Bon. Des fois, on ne me croit pas, je montre ma carte d'identité. Hein. Mais non, c'est mon vrai prénom. Les looks un peu rock'n'roll, années 80, ça c'est fini? Pour moi? Ouais. Ouais, pourquoi? Non, pour celui-là. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'est vrai? La photo, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'est vrai? Bah, oui, ils ont poussé vachement vite. C'était il y a 2 ans, ça. 2 ans, ouais. Ouais. Bah, c'est un petit mais j'aime bien changer. Années 80. Ouais. Ouais, voilà, c'était bien. Avec un petit sac US et puis... Ah ben, je suis née en 70, hein, donc voilà. forcément, oui. Bien sûr. Oui, mais j'aime bien changer un petit peu, ça fait du bien. Vous avez raison. Voilà. Bon. Merci en tout cas, Stella. J'étais très content et merci de votre franc-parler. Merci de votre franchise et de la manière dont vous présentez les choses, vous désacralisez un petit peu ce truc-là. On n'est pas en lévitation à bouffer les graines, comme je le dis. Non. Voilà. Ben, avec plaisir. Et je pense que là, évidemment, on va mettre autour de cette vidéo, bien sûr, l'ensemble des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Stella, connaître tout son calendrier pour les formations, les consultations. Alors, on peut vous consulter à distance, pour le coup. Ah, les consultations, je fais 80%, c'est à distance. À distance, hein, bien sûr. Clairement. Ouais. La distance ne change rien. Absolument puisque pas. tout est vibration. Tout est vibration. N'est-ce pas? Voilà. Et à distance, pareil, il y a le papotage, parce que je le fais en visio, donc c'est toujours important. Bah, évidemment. Une phase de papotage. Je vais retenir ça, si vous voulez bien, je pourrais le réutiliser. Absolument. Hein, alors vous faites bien une petite phase de papotage, c'est Stella qui me l'a dit, hein, donc je pourrais dire ça. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Stella, merci beaucoup. Merci, Marc. Merci à vous. Commentez bien sûr avec bienveillance, comme toujours, parce que vous savez que je suis obligé de préciser ça quand même. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Commentez avec bienveillance. Oui, je ne comprends pas les gens qui perdent leur temps à mettre des commentaires négatifs. Mais c'est clair, c'est de la perte d'énergie. C'est incroyable quand même, ces gens. Après, si ça leur permet d'avoir le sentiment d'exister. Oui, je pense que c'est surtout ça, caché derrière un pseudo. Merci infiniment. Avec Prenez plaisir. soin de vous et on se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Salut.